point de vue très scientifique et conceptuel, on peut faire remonter, on peut remonter plutôt dans l'histoire des sciences et de toutes les sciences, et à commencer par la philosophie très très loin. Mais si on s'intéresse aux travaux sur la culture, reconnus comme étant des travaux scientifiques sur la culture, dans le monde entier, ils sont récents. Les sciences de la culture, qui ont des liens avec différents autres domaines disciplinaires ou champs scientifiques, sont des sciences du XIXe siècle, pas avant. Pour autant, même si très récente, très vive, très fournie, et encore assez récemment, un chercheur a tenté de dénombrer les définitions pouvant être données du concept de culture et des définitions suffisamment distinctes pour qu'on puisse les dénombrer, c'est-à-dire en éliminant les variantes. Et bon, je ne sais pas la qualité de ce travail, je ne suis pas en mesure d'en juger, mais il en a dénombré plus de 200. Donc on est encore dans un domaine scientifique où il y a du travail à faire assez bien. Et vous savez peut-être, il y a eu un très grand débat, puisque la culture, on peut l'envisager en particulier sous l'angle de l'anthropologie, en tout cas moi c'est l'angle qui m'intéresse, et il y a un débat qui est historique entre les anthropologues anglo-saxons et les autres dont nous sommes, enfin dans notre espace, et qui rapproche les questions soit de l'anthropologie culturelle avec une prédominance de la dimension culturelle vers la dimension sociale, vous allez voir tout de suite pourquoi j'évoque ça tout de suite, et puis d'autres qui prennent le cheminement inverse et qui disent finalement la culture c'est une forme d'abstraction mais qui ne peut être comprise que si on s'intéresse à des phénomènes qui sont sociaux. Bon, moi je suis plutôt de ceux qui fonctionnent dans le premier sens, c'est-à-dire qui considèrent la culture d'une façon assez générique, je vais vous dire comment après, et qui pensent, je pense que de façon empirique on le voit, que le niveau social est un niveau, finalement, la dimension sociale est importante, c'est dans une même ère culturelle, eh bien on voit des comportements, on voit des traits culturels qui sont appropriés différemment selon les groupes sociaux. Je pense qu'on vit ça dans les établissements scolaires, bien sûr. On baigne, on vit, on évolue dans un paysage culturel qui est le nôtre à tous, et il se décline, il s'implémente de façon différente, selon différentes variables, selon différents déterminants, et un des déterminants, c'est le déterminant social. Donc en France, bon, on fait beaucoup référence à lui, et on l'utilise pas toujours à bon escient, donc peut-être, est-ce que aujourd'hui je n'utilise pas à bon escient, mais Marcel Mauss, anthropologue français, a produit dans les années 20 son œuvre majeure, en tout cas celle pour laquelle il est connu, sur le don, c'est le théoricien du don. Mais dans ses travaux, il a en particulier mis en évidence quelque chose de très intéressant quand on pense au numérique, c'est qu'il a mis en évidence qu'il y a des faits qui traversent tellement nos sociétés qu'elles acquièrent une réalité de fait social total, au sens où elles transforment nos comportements et elles transforment nos institutions. Et je crois aussi, pour prolonger ce qui a été dit en introduction, que de cette façon-là, on peut qualifier le numérique de fait social total. Donc on s'éloigne complètement, tout en englobant la dimension technique, la dimension économique, elles en font partie. C'est bien plus que ça. Le numérique, les usages que nous en faisons, eh bien, sont un facteur, un vecteur tel de transformation qu'on peut dire du numérique qu'il est un fait social total. Et moi je pense qu'il est aussi un fait culturel total, c'est-à-dire que dans les transformations qu'il imprime à notre société, à nos sociétés, il imprime aussi, ou il induit, les mots sont difficiles à choisir, eh bien les transformations de notre culturel. J'adore cette photo de gauche, je la trouve très illustrative, qui a beaucoup circulé, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas bien où elle a été prise, bon à droite ça je sais, c'est Marcel Mauss, mais à gauche je ne sais pas, mais je pense que ça dit beaucoup. Je ne sais pas si vous la distinguez bien, mais si je vous la commente si ça n'est pas le cas. Quand on utilise une tongue comme simulacre de smartphone pour faire un selfie, je crois qu'on peut dire là que le numérique est un fait social et un fait culturel total. Il y a il y a beaucoup d'indices de ça. Il y a un indice qui me semble très pertinent à relever, mais
qui est aussi, je dirais, scientifiquement, conceptuellement intéressant, c'est il faut s'intéresser à ce qui ne se voit pas. Quand on parle du numérique, on a une approche toujours souvent très positive, c'est-à-dire on s'intéresse à ce qui se fait, enfin positif, pas au sens de dire c'est positif ou négatif, mais au sens de on ne s'intéresse qu'à ce qui se voit, qu'à ce qui existe. Et pour comprendre le numérique, il faut aussi s'intéresser à ce qui n'existe pas et à ce qui ne se voit pas. Et une technologie et des techniques qui réussissent socialement, c'est-à-dire qui ont justement cette dimension qui peut aller jusqu'au fait social ou au fait culturel total, eh bien, ce qu'on observe, c'est pas propre au numérique, c'est que ce sont des techniques qui disparaissent. C'est-à-dire qu'elles sont tellement là qu'elles disparaissent. Par exemple, l'électricité est une technique qui disparaît, qui se préoccupe, sauf quand ça ne fonctionne pas, qui se préoccupe de savoir s'il y a de l'électricité quand il vient dans cette salle pour connecter son ordinateur ou je ne sais quoi, personne. Par contre, s'il y avait eu, je ne sais pas, des méchants manifestants qui auraient coupé les lignes de l'INSEP, là, on aurait bien sûr pensé à l'électricité. C'est pareil pour le réseau. Alors, je vous disais, moi, je suis vice-président de mon université, chargé du numérique. Eh bien, le réseau m'en parle. Quand ça ne fonctionne pas, bien sûr. Et moi, je sais que j'en parle beaucoup pour que ça fonctionne, mais ça, c'est invisible. Eh bien, nous avons fait une étude. En fait, nous avons fait la même étude, presque la même étude, 2 fois à 10 ans d'intervalle, pour savoir quelle était la présence du numérique dans les représentations que les élèves de collège et de lycée avaient du collège et du lycée. Avaient de la scolarité, avaient de l'école au sens général. Et il y a 10 ans, enfin c'était il y a 11 ans même, c'était en 2009, eh bien, le numérique avait beaucoup de place dans les représentations que les collégiens et les lycéens avaient du collège et du lycée. Et je présume que si nous l'avions fait 10 ans avant, ça aurait été encore plus vrai, parce que le numérique, qu'on appelait plutôt informatique, n'existait plutôt qu'à l'école, plutôt qu'en dehors de l'école. 10 ans après, 2019, c'est un peu faux parce qu'on l'a fait en 2018, disons presque 10 ans après, eh bien, avec à peu près les mêmes outils théoriques et méthodologiques, donc des analyses de représentation, je passe sur les détails, eh bien, on constate non pas une disparition complète, mais presque. Le numérique n'est plus présent dans la représentation des élèves. Et ça dit beaucoup de la place réelle prise par le numérique. Invisible, mais encore plus présent. Donc, pour essayer de conceptualiser ça, il faut en venir un peu à définir ce qu'est la culture. Moi, mon propos, mon point de vue, construit en quelques dizaines d'années, là, sur cette question-là, c'est une question en cours, c'est le processus parallèle à celui relatif à la citoyenneté évoqué par Paul tout à l'heure, c'est que la culture numérique, j'accepte ce mot-là parce qu'il est pratique, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas, la culture numérique. Pas plus les cultures numériques d'ailleurs que la culture numérique. Ce qui existe, c'est la culture et les cultures. Et le numérique, le fait social et le fait culturel total numérique, transforme notre culture, nos cultures. Donc il est beaucoup moins commode, mais beaucoup plus pertinent de dire je vous parle de nos cultures telles qu'elles sont transformées par le numérique. Donc, Olivier Donat, qui est l'un des grands spécialistes français de la sociologie de la culture, dans un rapport écrit il y a quelques années déjà sur les pratiques culturelles des Français, c'est un rapport régulier financé par le ministère de la Culture, très intéressant, avait choisi le titre « Les pratiques culturelles des Français à l'ère du numérique ». Et ça, je pense que c'est juste. Donc si on dit ça, on va un peu évacuer, ou plutôt inclure le numérique à la culture, pas l'évacuer, mais considérer qu'il est l'un des processus, l'une des réalités de la culture. Ce qui est important, et transformé par le numérique, c'est de se demander, mais comment catégoriser ces transformations-là? Quelles sont-elles et quels en sont les processus? De façon schématique, je pense qu'on peut en identifier 4, ceux qui figurent ici à l'écran. La culture, on peut la considérer donc comme le cadre
qui permet à chacun d'entre nous de construire son action, de construire ses valeurs, d'évoluer dans notre environnement. C'est ce qui régit, ce qui encadre, ce qui ne régit pas ce qui encadre, eh bien, le rapport individuel au collectif. C'est d'ailleurs, exprimé autrement, la définition entre guillemets officielle que l'UNESCO a donnée dans les années 80-84, je crois, de la culture, dans un texte très intéressant dit Déclaration de Mexico, je crois que c'est 1995. Donc, moi j'y vois 4 catégories d'interaction justement de l'individu à son environnement, à son milieu. Le rapport que nous avons, chacun d'entre nous, à l'information et à la connaissance, pour la suite je l'appellerai interaction conceptuelle. Le rapport que nous avons au temps et à l'espace, interaction spatio-temporelle. Le rapport que nous avons aux autres et à nous-mêmes, relationnel. Et un peu plus difficile à décrire peut-être, mais très important, essentiel même, le rapport que nous avons, il y a une faute d'orthographe, vous pouvez m'en excuser, et la capacité que nous avons, les possibilités que nous avons, nouvelles, de faire et d'être, de faire. Michel Lallemand du CNAM dit le numérique c'est l'âge du faire, chose une jolie formule, et d'être créatif. On peut analyser, je crois, je crois pas, j'en suis certain, plus ou moins bien en tout cas, mais on peut le faire, toute culture en analysant la réalité de ces 4 types d'interactions dans l'environnement, dans un environnement considéré. Et donc, on peut appliquer ça aux institutions éducatives, qui sont évidemment des institutions culturelles, qui s'inscrivent dans un espace-temps culturel. Et ça, c'est la forme scolaire. Alors, il y a plusieurs façons de la définir, et je vous invite à surtout ne pas la réduire aux espaces physiques d'apprentissage. La forme, c'est pas seulement au sens géométrique, la forme, c'est au sens sociologique, et c'est au sens de la détermination de ces 4 types d'interactions que je viens de vous présenter rapidement. Donc c'est une norme, la forme scolaire, et c'est une norme qui hérite de notre environnement culturel, mais c'est aussi un choix politique. On peut évidemment l'infléchir. Et on peut en particulier, c'est très important pour numérique et citoyenneté numérique, on peut en particulier jouer sur un curseur qui est très important et qui est de la perméabilité, celui de la perméabilité de la forme scolaire par rapport à notre environnement social, sociétal en général. Et ce qu'on doit faire, comme ça a été une vieille discussion, c'est condenser une école à l'écart de la société, ou est-ce qu'on va faire une école de la société dans la société? Donc, je ne vais pas argumenter longtemps, mais vous voyez comment les interactions conceptuelles se traduisent notamment par les savoirs scolaires, par un rapport au savoir, par la médiation du savoir, le manuel scolaire, si on est un petit peu dans le passé, enfin dans le présent aussi, ou l'enseignant, et comment tout ça est bousculé par le smartphone et Wikipédia et les réseaux sociaux. Les interactions spatio-temporelles, le temps scolaire, les vacances, les heures de classe, la grille qui permet d'entrer dans la cour, donc qui sacralise un temps et un espace, et tout ce que le numérique permet de faire et de jouer et de se jouer avec le temps et l'espace. Les interactions relationnelles, les règles relationnelles, qui a le droit de parler quand, avec quelle modalité, pour dire quoi, avec quel vocabulaire, quel niveau de langue, etc. Tout ça est quand même un petit peu bousculé par l'utilisation du numérique, les réseaux sociaux et autres moyens de communication. Et puis, la dimension des interactions poétiques, c'est-à-dire la créativité, les arts de faire, et bien là, des nouvelles possibilités qui sont une porte ouverte à la création et à la créativité pédagogique, qui est évidemment essentielle, qui est l'un des, on disait potentiel du numérique tout à l'heure, je pense que il est ici le potentiel du numérique en particulier, et c'est vraiment extrêmement positif et intéressant. Il me reste 5 minutes, c'est ça, donc je vais passer là hyper rapidement sur l'idée que nous sommes, ça a été dit aussi, dans des temps d'acculturation qui ne sont pas toujours des temps courts, ça peut demander du temps, et qu'on peut être assez, on peut réfléchir de façon assez intéressante en essayant en regardant les travaux de recherche sur l'acculturation au sens plutôt géographique, des populations qui migrent. Et si on transpose cette migration géographique en une évolution temporelle, une société dans le contexte change beaucoup avec le numérique,
eh bien on peut réfléchir aux stratégies et aux processus d'acculturation, et en particulier à ces deux idées qui figurent dans ce modèle de Berry, qui sont, quand on migre, nous sommes on reprend aussi l'expression de principe, des migrants pour ce qui est du numérique, est-ce que l'on conserve toutes les valeurs, l'intérêt et son identité d'origine, ou pas? C'est les deux colonnes. Est-ce qu'on cherche à acquérir ou pas, eh bien, ce que promet la nouvelle culture dans laquelle on se retrouve immergé? Si on répond oui dans les deux cas, ce qui est évidemment ce qu'on veut pour l'éducation, on se retrouve dans une logique qui est celle de l'intégration. C'est d'ailleurs la même façon d'utiliser l'intégration que lorsque l'on dit pour les immigrants au sens physique, intégration à la française, c'est de ça dont on parle. Conserver ce qui vient du passé et se nourrir ce qui vient du nouveau. Je passe, je n'ai pas le temps, c'est dommage. Très rapidement, si on regarde maintenant ce que font les institutions éducatives du numérique, il y a ce que je disais au début de la poulie du couteau. C'est-à-dire, la poulie du couteau, c'est souvent utiliser le numérique pour organiser des activités d'apprentissage pour des apprentissages tiers au sens paléo-numérique. Donc les maths, le français, l'histoire et d'autres. On s'est essentiellement concentré sur ça. Il y a sans doute des raisons sous-jacentes, j'ai pas le temps, j'ai quelques hypothèses là-dessus, j'ai en particulier une hypothèse forte que c'est très fortement déterminé par les marchés, cette dimension-là des usages du numérique à l'école. Pas que, bien sûr, mais quand même. Je vais plutôt insister sur la deuxième catégorie des usages que l'on fait, que l'on peut faire, que l'on doit faire du numérique à l'école. C'est apprendre le numérique. Et donc là, on rejoint cette question de la citoyenneté numérique. Pour être un citoyen, non pas numérique, je pense que ça n'existe pas, c'est comme la culture, mais un citoyen à l'ère du numérique, eh bien, il faut évidemment maîtriser, comprendre, maîtriser, ça a été dit déjà, je le redis, les enjeux liés à cette transformation d'ordre culturel. Il faut aussi maîtriser les techniques, en avoir une connaissance, pouvoir les utiliser pour faire ce qu'on veut en faire. Or, cet apprentissage du numérique au sens le plus étendu qui soit, il ne peut pas seulement procéder de l'expérience. Et si j'avais une seule chose à dire, c'est celle-là. L'expérience, c'était très bien montré par nos chercheurs, dont Cédric qui interviendra tout à l'heure, l'expérience ne suffit pas à développer toutes les compétences, à acquérir toutes les compétences nécessaires facilement au numérique. Alors, il y a cette illusion, ce trompe-l'œil qui fait dire à certains adultes, dont je suis sûr que vous ne faites pas partie, que les adolescents sont très compétents avec le numérique. Alors si vous le dites, c'est quand même vrai, mais c'est vrai sur certaines compétences seulement. Les compétences qui s'acquièrent par l'expérience. Et plus on utilise, plus on développe ces compétences-là. Donc comme ils utilisent beaucoup, comme nous tous je pense, un peu beaucoup, ils développent beaucoup ces compétences. Mais il y a d'autres compétences de plus haut niveau, plus complexes, moins accessibles à l'expérience ou pas accessibles à l'expérience, et qui nécessitent des activités d'apprentissage conçues pour ces apprentissages, pour être certain que ces compétences puissent être développées. Et là, il y a une véritable responsabilité du système éducatif, elle est vraiment engagée, parce que si nous ne faisons pas en sorte que ces compétences soient développées par nos élèves, personne d'autre que nous ne pourra le faire, sauf évidemment cette frange sociale, on revient aux déterminants sociaux, des élèves qui ont la chance d'évoluer dans des milieux sociaux, familiaux, favorables, et favorisés, donc ça ira très bien pour eux. Mais pour les autres, qui sont quand même plus que la majorité, une très grande majorité, ça n'ira pas bien pour eux. Et s'il y a une fracture numérique, sa source est probablement là. Et à ce titre-là, même si c'est compliqué, même si on ne sait pas trop comment faire, même s'il y a beaucoup à inventer, il y a beaucoup à imaginer, beaucoup à valider, beaucoup, etc., si nous avons une responsabilité, elle est là, et si nous n'exerçons pas, je pense que nous sommes, je dirais quasiment, nous sommes coupables de ne pas le faire suffisamment. Et puis enfin, la troisième catégorie d'usage, c'est le numérique pour organiser les apprentissages. Je ne développe pas, mais c'est tout ce qui concerne l'aide à l'orientation, ce qui concerne les learning analytics, les parcours, le suivi des trajectoires et parcours d'apprentissage. Là, il y a en particulier une place très forte donnée à l'intelligence artificielle. Je bute toujours sur ce mot parce qu'il me pose un problème qui n'est pas phonologique, mais qui est conceptuel.
Et en tout cas, il a matière à réflexion, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais déborder un tout petit peu, mais pas de beaucoup. Vous dire quand même que tout ça se fait dans un panorama de contraintes qu'il faut avoir en tête. Des contraintes de soutenabilité. Les premières, on les connaît bien. Elles sont pédagogiques et didactiques. Elles sont très liées au fait que les activités d'apprentissage liées au numérique, quelles qu'elles soient, doivent être inventées et réinventées sans cesse. C'est extrêmement compliqué à faire. Et qu'en faisant de cette façon-là, on n'est pas du tout sûr qu'elles sont efficaces. Et d'ailleurs, beaucoup d'études montrent, c'est compliqué à faire, que la plupart ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a des utilisations efficaces du numérique pour apprendre, beaucoup, mais il y a surtout beaucoup de situations numériques inefficaces, pire, parfois il y a néfastes. Donc on a des contraintes là qui sont très complexes à respecter, mais que nous devons avoir en tête, et qu'évidemment, l'injonction enseigner avec le numérique est une très mauvaise injonction. Deuxième contrainte, c'est celle de l'éthique. Je ne m'attarde pas, ça a été évoqué aussi, mais plus on utilise le numérique et plus on va vers des techniques assez intrusives et invasives, comme celle, encore une fois, de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si j'ai répété sur le mot, on doit se poser des questions éthiques et pas à la fin. On doit se poser des questions éthiques au début, avant, pendant. Une contrainte, elle n'est pas nouvelle, mais elle apparaît de façon plus forte et plus nouvelle aujourd'hui, c'est la contrainte écologique. Je ne crois pas qu'il soit si bon que cela d'utiliser tant de numérique avec un coût pour la planète prohibitif si les usages que l'on en fait ne sont pas utiles. Donc je crois qu'on a à balancer, à équilibrer, à chercher à équilibrer en tout cas l'utilité, et encore une fois, éduquer nos enfants au numérique est absolument indispensable, donc ça coûte un peu à la planète, il faut acheter des équipements. Peut-être qu'il faut aussi beaucoup utiliser sur les élèves et un peu moins leur en acheter en plus. C'est le but. Et en tout cas, je crois qu'il faut éviter tout usage parasite qui a peu d'intérêt pour l'éducation et les apprentissages, mais qui a un coût écologique un peu trop fort. Et puis enfin,